Charente Tourisme. Je pense que vous connaissez à peu près tous la structure Charente Tourisme, qui est la fusion en fait des deux comités départementaux du tourisme Charente et Charente-Maritime. Voilà, je passe très vite, hein. Nos missions principales, c'est vraiment l'accompagnement des prestataires touristiques de notre destination des deux Charentes et sur un très faible pourcentage, le relationnel avec le grand public. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner et améliorer vos activités. Donc, 61 personnes réparties sur les 3 sites Angoulême, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély. Un petit focus sur l'accessibilité. Donc, en fait, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres précis sur le nombre de personnes en situation de handicap en France. Parce que qu'est-ce que le handicap, même s'il y a une définition réglementaire. Donc c'est vrai qu'il y a à peu près, on va dire, 20% de la population française qui est reconnue en situation de handicap, de manière permanente ou temporaire. Mais à tout ce public, il faut quand même aussi ajouter toute la clientèle senior, les femmes en fin de grossesse, les familles avec poussette, les voyageurs avec bagages. Et en fait, tous les aménagements qu'on conçoit et qu'on prévoit pour les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap d'ailleurs, deviennent des éléments de confort en fait pour le tout public. Et puis une date importante, c'est la loi du 11 février 2005 qui impose aux établissements recevant du public, donc les ERP, dont vous faites tous partie, il me semble, a l'obligation réglementaire de se mettre en conformité d'accessibilité. Et donc pour ça, votre interlocuteur, c'est la direction départementale des territoires et de la mer, dès que vous voulez faire une construction, des travaux, etc. Et par contre, la marque nationale Tourisme Handicap que je vais vous présenter juste après est vraiment une démarche volontaire, donc indépendante de la réglementation, même si c'est étroitement lié et imbriqué. Vous avez des obligations réglementaires en tant qu'établissement recevant du public. La démarche Tourisme Handicap est vraiment une volonté de votre part de postuler ou pas. Mais c'est vraiment deux choses bien distinctes, bien séparées. Vos interlocuteurs sont différents. Donc les différentes formes de handicap, donc je vais très vite, hein. Donc il y a les handicaps moteurs, visuels, auditifs, tout ce qui est mental, donc déficience intellectuelle et psychique, que nous, au niveau de la marque Tourisme Handicap, on a regroupé. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que un handicap, quand je parle du handicap moteur par exemple, à l'intérieur de cette entité, on va y mettre plein de choses. C'est-à-dire que c'est évidemment les personnes en situation de handicap moteur, donc en fauteuil, mais c'est aussi toutes les personnes malmarchantes. C'est la clientèle senior, c'est si vous revenez d'une semaine au ski avec la jambe dans le plâtre, vous faites partie de cette famille de handicap moteur temporaire. Ensuite, un petit focus sur la clientèle en situation de handicap. Même s'il y a très peu d'études à ce niveau-là, on a quand même réussi à avoir quelques données. Donc, pour vous résumer très simplement et très facilement, je dirais que la personne en situation de handicap, c'est un client comme un autre. Certes, il a des besoins spécifiques en termes d'aménagement et d'accueil, mais il a exactement les mêmes envies, les mêmes attentes en termes de destination, en termes de type d'hébergement, en termes également d'activités souhaitées. Les deux choses vraiment qui le distinguent par rapport à une clientèle lambda, c'est vraiment la nécessité d'avoir une information fiable à lui transmettre, parce que c'est une personne qui a des attentes en termes d'accessibilité de biens ou de l'activité ou de l'hébergement. Donc, il va vraiment vérifier en amont, au moment de sa réservation, si l'aménagement et l'accessibilité de la prestation correspond bien à ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. D'où l'importance effectivement pour un prestataire touristique de bien communiquer sur le fait qu'il est accessible ou non.
et de présenter également les différents aménagements qu'il met à disposition de sa clientèle. Et puis l'autre point qui le distingue, c'est que c'est vraiment, même si le tout à chacun va être attentif à la formation du personnel d'accueil, je dirais que la clientèle en situation de handicap est vraiment, je dirais, très, très attentive sur ce point, et il y a des attentes vraiment particulières sur la qualité de l'accueil du personnel. Je vais très vite, hein, je suis désolé, j'essaie de rattraper le retard, mais donc là, je vais vous présenter maintenant la marque nationale Tourisme Handicap. Ah, je suis désolé, mes petits soucis de police de caractère. Donc c'est une marque nationale créée en 2001 par les services de l'État. Donc elle est portée par la Direction générale des entreprises et gérée par l'Association nationale Tourisme Handicap. Donc l'objectif, c'est vraiment de fédérer et de développer une offre vraiment fiable et adaptée à tous. Donc c'est vraiment de créer un réseau de prestataires accessibles et labellisés. Juste pour une petite information, une précision, donc la marque Tourisme Handicap, on labellise bien une prestation, que ce soit un hébergement, une activité, un site de visite. L'État a mis en place également une autre marque qui s'appelle Destination pour tous et qui, là, pour le coup, labellise un territoire. Ça peut être un quartier d'une ville, une commune, une communauté d'agglomération ou de communes. Donc là, c'est vraiment, je dirais, une démarche beaucoup plus globale où on va plutôt regarder un minimum de prestations labellisées Tourisme Handicap, que ce soit de l'hébergement, de la restauration, des activités, sites de visite. Mais il va également y avoir un état des lieux qui va devoir être fait sur toute l'accessibilité de la voirie, des transports en commun, de tous les commerces, enfin tout ce que le client peut être amené à consommer et avoir besoin durant son séjour, mais qui n'est pas forcément du tourisme pur. Donc pour le moment, on n'a pas de candidature de territoire sur les Charentes. Il y en a 7 de mémoire qui sont labellisés au niveau national. La plus proche de chez nous est la ville de Bordeaux. Donc là, je dirais, c'est plus une démarche de collectivité plutôt que de prestataire. Je ferme ma petite parenthèse. Donc la marque Tourisme Handicap, donc c'est vraiment un gage de qualité parce que c'est une démarche volontaire. Marque déposée par l'État. Démarche volontaire, ça j'arrête pas de vous le dire, bien distincte de l'aspect réglementaire, donc la loi du 11 février 2005. Un certain nombre de cahiers des charges spécifiques aux différentes activités touristiques. Donc ça peut aller, bien évidemment, les plus utilisés, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est les sites de visite. Mais on a quasiment un cahier des charges par type d'activité. Je vous cite un exemple, ça peut être des montgolfières, ça peut être le parapente, ça peut être le golf, ça peut être les plages, ça peut être vraiment tout ce qu'un client peut être amené à consommer comme prestation touristique. Alors on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des filières qui n'étaient pas forcément encore dotées d'un cahier des charges spécifique. Donc ça, après, je dirais, on s'adapte en fonction des différentes demandes qui remontent du terrain. Donc c'est une marque qui est valable pour une durée de 5 ans. Donc il y a un audit de contrôle tous les 5 ans pour repartir sur un renouvellement. Et puis ça concerne 4 familles de handicap, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le auditif, le mental, le moteur et le visuel. Sachant que pour obtenir la marque, il faut au moins que les critères des cahiers des charges pour au moins 2 handicaps soient respectés. Et puis je dirais par la suite, vous pouvez à tout moment demander un complément de marque, 6 mois, 1 an, 2 ans après la première évaluation. Sachant que ça reste quand même la date de première obtention qui fait la date d'échéance au bout des 5 ans. Donc quelques raisons que j'ai listées pour vraiment faire la distinction et la plus-value, je dirais, d'être labellisé et d'être marqué Tourisme Handicap.
Donc c'est vraiment d'attirer une nouvelle clientèle en offrant une garantie aux touristes en situation de handicap. C'est un confort d'usage pour le tout à chacun. En fait, c'est tout ce que je vous disais déjà en amont, et au début de la présentation. C'est de bénéficier d'un accompagnement, que ce soit par Charente Tourisme ou par les différents offices de tourisme. Des différentes associations aussi, en situation enfin de personnes en situation de handicap qui sont partenaires, de Charente Tourisme pour la mise en place et le déploiement de la marque sur notre territoire. C'est également un moyen de se distinguer, de vos concurrents. Une reconnaissance de la fiabilité et de la qualité de votre site, notamment par l'ajout du logo, et sur, vos différents supports de communication. Et puis ça peut être aussi un moyen de motiver vos équipes, de se donner un challenge, de voir comment, l'accessibilité, de votre structure peut être améliorée à plus ou moins long terme ou court terme. Donc quelques données chiffrées, donc 4 500 sites, marqués, au niveau national, donc répartis en 5 grandes catégories. Donc les hébergements, tout ce qui est office de tourisme, tout ce qui est activités de loisirs, donc c'est un peu, très large. Ça peut être les plages, les piscines, les cinémas comme c'est indiqué, ça peut être les jardins, ça peut être toutes les activités sportives et de loisirs. Ensuite, on a tout ce qui est, sites de visite, donc les monuments, et les musées. Il y a une petite erreur, les jardins, sont dans les activités de loisirs. Et puis on a après toute la partie, restauration. Donc au niveau national, donc ça c'est des données, qui datent de mai 2020, mais il n'y a pas énormément de changements depuis. Donc vous voyez que la région Nouvelle-Aquitaine, on est quand même, pas trop mal, positionné. Heu, donc 4 500, ce que je vous disais, labellisés au niveau national. À peu près 25 sont situés, en Nouvelle-Aquitaine. Hem, donc vous voyez, hein, c'est quand même très, hem, surprenant, on va dire, c'est le peu de labellisés en Île-de-France. Donc on ose espérer qu'avec les jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, ce nombre va fortement augmenter. Et puis quelques petites, choses surprenantes également, 0 labellisé en Corse. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de structure accessible en Corse, hein, je dis simplement qu'il n'y a pas eu de volonté politique, des élus corses de déployer la marque nationale tourisme handicap. C'est juste la petite distinction quand même, importante à préciser. La répartition de ces 4 500 labellisés au niveau national, donc à peu près la moitié sont labellisés pour les 4 familles de handicap. Et puis vous voyez en fait que, c'est le handicap visuel qui est le moins, facile à obtenir, on va dire. Mais je pense, c'est simplement parce que les prestataires ne pensent pas justement à ce type de handicap quand ils font leurs aménagements et leurs travaux, avant ouverture à la clientèle. Et puis, une grosse proportion d'hébergements, qui représentent plus de la moitié, des labellisés au niveau national. Et vous allez voir qu'au niveau, régional et départemental, on est un peu dans les mêmes quantités, on va dire. Donc au niveau des Charentes, donc on est impliqué dans le déploiement de cette marque depuis 2003, donc quasiment depuis le démarrage. Hem, on est à ce jour à 477, structures labellisées sur les 2 Charentes. Hem, donc vous voyez qu'on est, au niveau de la Charente-Maritime, le premier département en termes d'offres labellisées. Alors 324, ça paraît beaucoup, mais on va voir par la suite que, c'est pas suffisant, on va dire. Vous voyez que les 3 départements, les plus, où il y a le plus de labellisés sont quand même les 3 départements en Nouvelle-Aquitaine. Hem, donc je pense que c'est aussi un argument par rapport à la clientèle où on est vraiment une région et du coup une destination, hem, qui paraît la plus accessible pour la clientèle, quelle que soit, je dirais, leur région de provenance. Au sein de ces 477 labellisés en Charente, donc vous voyez, comme au niveau national,
on va dire quasiment les 2/3 sont des hébergements. Et puis quand on regarde le distinguo, donc vous voyez 202 meublés et 30 chambres d'hôtes, donc on est à 230. Quasiment la moitié de nos labellisés n'ont aucune obligation réglementaire de par la loi de 2005. Donc vous voyez quand même le ratio, et on voit bien que c'est une démarche volontaire de certains prestataires. Et vous voyez également, comme au niveau national, le très faible taux de labellisés au niveau des restaurants. Donc un petit focus sur la Charente-Maritime. Donc vous voyez en haut la proportion des labellisés dans l'île de Ré, donc 29 sur les 324. Donc vous voyez que c'est à peu près équitablement réparti au sein du département. Bon, après, il y a quelques petites choses à spécifier. C'est quand même là, en Haute-Saintonge, on en a beaucoup, parce qu'à un moment donné, la région Nouvelle-Aquitaine donnait des subventions à tout ce qui est meublé, chambre d'hôtes, qui postulait à la marque Tourisme Handicap, notamment sur tout ce qui est hébergement au niveau des thermes de Jonzac. Donc ça peut expliquer aussi certains chiffres. Voilà, je vais passer c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, la répartition. J'ai fait un focus, alors on voit pas tellement bien, au niveau de votre territoire de l'île de Ré. Donc on a contrairement aux moyennes nationales et départementales, on a moins d'hébergements en termes d'offres, donc on est à 18, ce qui paraît encore assez peu, hein, quand on voit le nombre de prestataires hébergeurs dans l'île de Ré. Et puis je cite 8 meublés, mais sur ces 8 meublés, il y en a quand même 5, 2 gérés par monsieur Lacotte. Donc merci à la structure justement de l'association Simon de Sirène pour avoir un peu dynamisé un peu l'activité hébergement accessible dans l'île de Ré. Et puis à noter également, on a quand même tous les bureaux d'accueil de l'Office de tourisme qui sont labellisés. Alors pas forcément pour les 4 familles de handicap, mais ils sont tous rentrés dans la démarche de labellisation, depuis de nombreuses années d'ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Un autre point, aucun restaurant labellisé dans l'île de Ré. Alors là encore, je redis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de restaurant accessible. Je dis simplement qu'il n'y a pas de restaurant qui a souhaité rentrer dans une démarche de labellisation, ce qui est quand même différent, hein. 2 plages labellisées, une à Rivedoux et une à la Couarde. Mais par contre, une information intéressante à noter, c'est que toutes les communes ont investi et ont eu un partenariat pour avoir du matériel à disposition gratuitement en saison au niveau des plages. Donc un tir à l'eau, un fauteuil hippocampe et parfois même un handi quadro. Donc tout ça, c'est des équipements qui sont gérés par les maîtres nageurs au niveau des postes de secours en saison. Donc grosso modo, 1er juillet au 31 août. Et puis une information également qui peut être intéressante à communiquer pour vous au niveau de votre clientèle. Il y a une possibilité de gratuité du péage du pont de l'île de Ré pour toutes les personnes qui ont une carte d'invalidité de plus de 80%. Et cette carte, en fait, il faut grosso modo monter un petit dossier, envoyer une photocopie de la carte d'invalidité plus un justificatif de domicile et une photocopie de la carte d'identité à un service spécifique du conseil départemental de la Charente-Maritime. Il faut attendre un petit mois avant de recevoir cette carte par voie postale. Vous pouvez faire la démarche aussi au niveau des personnels, au niveau du péage. Et puis cette carte a une validité de 4 ans. Donc c'est aussi quand même potentiellement un argument à faire valoir au niveau de vos clients, où parfois effectivement le péage du pont peut être un frein à l'entrée dans l'île de Ré. Alors comment être labellisé? C'est assez simple, soit vous m'envoyez un petit mail, soit vous me passez un petit coup de fil pour m'indiquer que vous êtes intéressé par la démarche. Hem
Et ensuite, je dirais, on convient selon vos disponibilités et les miennes d'une date d'évaluation. Et du coup, en fait, il y a différentes étapes selon si vous êtes déjà en activité ou si vous êtes en projet. Ma collègue et moi, on peut vous accompagner sur des visites conseils, des visites de chantier également. On va à minima faire un état des lieux, une visite complète et on va se mettre à la place d'un client et avec les cahiers des charges sous le bras et on va tout inspecter votre activité, euh, tous les équipements et les aménagements que vous proposez à la clientèle. Donc ça, c'est, je dirais, tout ce qui est en amont, en préparation, je dirais, de la visite officielle. Et logiquement, je dis bien logiquement parce qu'avec les conditions sanitaires, c'est compliqué depuis 2 ans pour moi. Logiquement, je suis accompagné d'un évaluateur en situation de handicap. Donc soit une personne déficiente motrice, donc une personne bénévole de l'association des paralysés de France de La Rochelle, soit un évaluateur représentant les personnes déficientes visuelles, donc de l'association Valentin Huy, également de La Rochelle. Donc suite à cette visite d'évaluation, je dirais on vous fait un compte-rendu détaillé qui vous liste handicap par handicap les éventuels points à corriger. Et après, j'aurais tendance à vous dire, vous prenez le temps dont vous avez besoin pour faire les corrections. Et puis à partir du moment où, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez obtenir la marque pour au moins 2 familles de handicap. À ce moment-là, on monte le dossier que je vais présenter en commission départementale. Donc il y en a à peu près 4 au niveau de La Rochelle, plus 2 à Angoulême. Donc c'est à peu près une par trimestre. Donc là, la prochaine, on n'a pas encore de date, mais ce sera certainement mars ou avril. Et puis, je dirais, dans cette commission, il y a un peu tous les représentants à la fois du monde du handicap et à la fois du monde du tourisme. Donc, on a les 4 familles de handicap qui sont représentées par différentes associations. Et après, on a les représentants des offices de tourisme, des campings, des hôtels, des restaurants, de tout ce qui est meublé de tourisme, donc avec Clé Vacances Gîtes de France. On a les chambres de commerce, on a un peu toutes les grosses collectivités telles que le département et puis la région. Et en fait, le binôme d'évaluateurs présente le dossier avec les points forts, les points faibles. Et puis, je dirais, c'est un vote à main levée, savoir est-ce que effectivement il peut y avoir l'obtention de la marque. Euh, Parfois, certains critères, et c'est souvent ce qui est amené à discussion en interne dans ces commissions, parfois, je dirais, certains critères ne sont pas réellement validés, mais le prestataire peut nous proposer une compensation. Donc après, je dirais, c'est aux membres de la commission d'estimer, voir si effectivement cette compensation peut être acceptée ou pas. Donc après, c'est jamais non plus une décision qui est définitive. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir un complément de marque qui peut être obtenu 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après la première candidature. Et puis, je dirais, comme c'est une marque d'État, c'est forcément l'État qui valide ou pas l'obtention de cette marque alors, jusqu'à présent, c'était une commission nationale qui statuait. Là, vu le nombre de dossiers dont ils ont à vérifier, grosso modo, si la commission départementale ou territoriale a validé, sauf après si les membres de la commission demandent une confirmation de décision, en règle générale, les services de l'État valident les décisions territoriales. Juste vous parler quand même du coût pour postuler à la marque Tourisme Handicap. Donc la marque en tant que telle est gratuite. Charente Tourisme a fait le choix de faire payer l'accompagnement à l'obtention. C'est une petite subtilité, c'est-à-dire que on facture, je dirais, tout l'accompagnement à l'obtention de la marque. Par contre, une fois que vous l'avez, tout est gratuit, y compris les compléments de marque et les renouvellements tous les 5 ans. Donc c'est 90 € pour grosso modo un meublé, une chambre d'hôte, 120 € pour un ERP, avec un tarif dégressif si vous avez plusieurs structures à faire labelliser. Je prends l'exemple Monsieur Lacotte, si au moment où vous aviez postulé c'était payant,
C'est 90 € le premier meublé, 70 pour le deuxième et pour le troisième, et après c'est 63 € par meublé supplémentaire. Pour les établissements recevant du public, c'est 120 € le premier dossier, 100 € pour le deuxième et le troisième, et après on est à 90 € je crois pour le quatrième et plus. Je prends cet exemple-là, c'est-à-dire que au niveau national maintenant, un hôtel-restaurant, pour nous, ça peut être un seul dossier, mais ça peut être également 2 dossiers. Ça dépend si le restaurant est ouvert uniquement à la clientèle de l'hôtel ou si il est ouvert à tout à chacun, sans forcément être client de l'hôtel. S'il n'est ouvert que aux clients de l'hôtel, pour nous, c'est un seul et même établissement, avec la même déclinaison d'obtention de la marque. C'est-à-dire que si j'ai un point rédhibitoire dans l'hôtel, le restaurant va forcément en pâtir. Par contre, si le restaurant est ouvert à tous et pas uniquement aux clients de l'hôtel, pour nous, c'est 2 dossiers avec potentiellement 2 déclinaisons différentes possibles. L'idéal, c'est bien évidemment de postuler et d'avoir les 4 familles de handicap pour les 2 structures. Mais si à un moment donné, il vous manque un équipement dans telle ou telle partie de l'établissement, on peut faire 2 dossiers avec des déclinaisons différentes. Il faudra juste être vigilant par rapport à la communication que vous en ferez par la suite. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'essaie d'aller très vite pour rattraper mon retard, mais bon là, je vais passer très vite, hein. Toutes les actions qui sont mises en place au niveau national pour la communication. Donc on a en règle générale, en dehors des périodes de confinement et de restrictions sanitaires, on a le mois du handicap qui est souvent le mois d'avril, où en fait les instances nationales comme régionales et départementales, relaient en fait toutes les actions de communication que vous mettez en place. Je ne sais pas, vous faites une visite guidée avec, un interprète en langue des signes, vous avez, je ne sais pas, un événement particulier en lien avec l'accessibilité. On va relayer l'information spécifiquement, à cette période-là. Vous avez des territoires aussi qui mettent en place des semaines de l'accessibilité. Je pense notamment à l'agglo de La Rochelle et puis l'agglo de Rochefort. Donc tout ça, ça fait partie des choses que l'on peut relayer, si vous avez des activités, des événements, spécifiques, dans cette période-là, et comme d'ailleurs en dehors de cette période aussi, hein, on va relayer également. Des trophées du tourisme accessible au niveau national. Donc là, on a quand même la chance, quasiment chaque année d'avoir des nommés, alors pas forcément des lauréats, mais au moins des nommés dans les 7 catégories. Donc en 2020, on avait la structure The Peak qui est à Angoulins. Donc c'est un peu un parc aventure à l'intérieur d'un bâtiment. On avait également les meublés Logis de Simon, donc à la flotte, de Monsieur Lacotte, qui n'ont pas été lauréats, mais qui ont quand même été nominés en 2020. 2021, on avait un meublé en Aunis, donc à Surgères, et puis on a eu l'auberge de jeunesse de Rochefort, qui a été lauréate dans la catégorie des grands hébergements ERP. Donc là encore après, la présence dans les différents salons au niveau nationaux. Donc là, je vais passer très vite, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Depuis, c'est un peu, si on peut dire, l'avantage des confinements, c'est que du coup, on a eu un petit peu plus de temps au niveau national pour travailler. Donc il y a eu la création d'un magazine sur le tourisme national, donc un peu toutes les actualités qui sont en lien avec l'accessibilité. Donc ça, c'est à la fois ouvert aux prestataires labellisés, mais c'est aussi transmis aux différentes associations et aux particuliers en situation de handicap. Donc c'est aussi pour vous peut-être un moyen de faire un peu une communication spécifique sur le fait que vous soyez accessible et ou labellisé. Et ensuite, après un référencement sur les différents supports internet et digitaux au niveau de l'État, de l'Association nationale tourisme handicap, de Charente Tourisme. Ma page n'était pas assez grande, mais il y a aussi l'Office de tourisme qui relaie bien évidemment le fait que vous soyez labellisé. Et puis, vous pouvez également, bien évidemment, apposer le logo sur vos différents supports internet également et réseaux sociaux. Par rapport justement à l'outil grand public, je dirais, de Charente Tourisme.
Donc, on a une rubrique vacances et handicap où on recense l'ensemble des plages accessibles, donc notamment toutes les plages de l'île de Ré, ce que je vous disais tout à l'heure, avec du matériel gratuit à disposition en saison. La découverte de la destination en vidéo, langue des signes et guide audio, donc à la fois pour les personnes non-voyantes et sourdes. On a également la possibilité au niveau du moteur de recherche de à la fois trouver la prestation recherchée, soit par catégorie, par type de handicap et par zonage de territoire. Et puis les actualités, ce que je vous disais par rapport aux réseaux sociaux. Je vais maintenant passer, si vous avez d'autres, pas de questions ou si vous en avez, je vais plus maintenant vous parler du rôle d'un évaluateur et quels sont les points qu'on le regarde lors d'une visite d'évaluation. Il va me rester 5 minutes, donc je vais se faire très très vite. Donc ma difficulté, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas un prestataire unique. J'ai quand même en face de moi des choses qui sont très différentes. Donc c'était assez compliqué pour moi de focaliser sur un seul et même cahier des charges. Donc je vous ai mis des petites vignettes BD pour vous indiquer en fait que la visite d'évaluation commence dès le stationnement, et même si le stationnement est sur de la voirie publique. C'est-à-dire que même si vous n'avez aucun recours pour améliorer l'accessibilité sur un terrain qui ne vous appartient pas, nous, en tant qu'évaluateur, dans le compte-rendu qu'on va vous envoyer, on va vous lister quand même les éventuels points qui seraient pénalisants pour vous en termes de voirie publique. Si à un moment donné, vous le souhaitez, on peut envoyer une copie du compte-rendu à la collectivité pour que si à un moment donné, je vais dire n'importe quoi, vous avez besoin d'une place de stationnement PMR à proximité immédiate de votre bureau d'accueil ou de votre structure, on peut solliciter la collectivité mairie ou agglo pour voir si effectivement ce type d'aménagement ne peut pas être réalisé à court ou moyen terme. On n'a pas forcément toujours gain de cause, mais on peut essayer d'appuyer votre demande. Donc tout ça vraiment, donc on part sur la partie stationnement au départ, tout ce qui est nature du cheminement, vérification justement tout ce qui est passage piéton, trottoir bateau avec des bandes de podotactiles, donc de vigilance pour les personnes malvoyantes. On fait aussi un focus sur tout ce qui est signalétique, panneaux d'affichage. C'est des choses basiques, hein, mais également tout ce qui est seuil de porte, largeur de porte, si les escaliers extérieurs sont bien sécurisés et aux normes, s'il y a des pentes qui compensent l'inaccessibilité d'un escalier extérieur, si, ce que je vous disais, la signalétique pour indiquer le cheminement adapté est vraiment lisible et facile à comprendre. Donc je dirais tout ça, ça fait partie des prérequis nécessaires à l'obtention de la marque. Donc il y a plein de normes, hein, mais je n'ai pas envie de vous embrumer la tête avec plein de chiffres, plein de critères. Je dirais tout ça, en fait, nous, en tant qu'évaluateurs, on va vous le spécifier au moment de notre visite d'évaluation. Vous pouvez nous accompagner et être présent si vous le souhaitez, ou on peut faire la visite tout seul et vous faire un compte-rendu à la fin de visite de manière orale et vous envoyer le compte-rendu écrit par la suite. Donc une fois qu'on est passé la porte d'entrée, on a également tout ce qui est cheminement intérieur à vérifier. Là encore, si vous avez des portes vitrées ou des portes automatiques vitrées à l'entrée, on va vérifier qu'elles soient bien sécurisées, que le temps d'ouverture soit suffisant. S'il n'y a pas d'obstacle à hauteur de visage ou bloquant, potentiellement pouvant devenir un danger sur le cheminement, on va vérifier que le comptoir d'accueil est bien accessible et aux normes. Alors je le dis et je le redis souvent parce que je n'arrête pas de le voir, notamment dans les comptoirs d'accueil des offices de tourisme, obligation d'avoir un décroché de comptoir, donc une partie abaissée,
Par contre, cette partie abaissée n'est pas l'endroit pour mettre la plante verte ou le comptoir de documentation. Ça doit rester un espace libre et disponible pour qu'une personne en fauteuil ou une personne de petite taille puisse consulter un document ou faire le règlement de la prestation. Nombre de fois où je vois la plante verte ou je ne sais pas quoi, quel élément de décoration sur cette partie. Ça doit rester bien évidemment libre et disponible. Dans la petite image là que vous voyez, en fait, ça représente bien toute la panoplie, je dirais, le panel des clientèles potentielles. Donc ça peut être des personnes âgées, des personnes de petite taille, des personnes un peu corpulentes, ça peut être des enfants, ça peut être de la clientèle étrangère qui ne comprend pas forcément et qui ne pratique pas la langue française. Ça peut être une personne déficiente visuelle avec son chien guide. Juste, je vous rappelle aussi qu'un chien guide, autant vous pouvez refuser l'accès à un chien ou un animal domestique, autant un chien guide, vous n'avez pas le droit de le refuser. Sauf à dire de justifier que vous avez des allergies si vous êtes propriétaire meublé de chambre d'hôte, ce qui ne vous concerne pas. Donc logiquement, à moins d'être également dans une partie, euh, soit je sais pas, un élevage de canards où vous vendez du foie gras ou un zoo ou ce genre de choses, où là effectivement le chien guide, même si c'est éduqué, ça peut effrayer les animaux présents chez le prestataire. Logiquement, vous n'avez pas le droit de le refuser. Je le dis parce que chaque année, on a un ou deux hôteliers de La Rochelle qui se font retoquer et qui refusent l'accès à une personne malvoyante avec un chien guide. Et logiquement, la personne, si elle le souhaite, elle peut attaquer en justice l'hébergeur ou le prestataire. Et à 99% de chances qu'elle gagne, hein. Donc, c'est 45 000 € d'amende pour vous. Et ça peut aller jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement. Donc, s'il y a récidive, hein, pas au premier refus. Mais c'est quand même pas anodin non plus comme action, je dirais, et comme information à connaître. Donc, vous voyez toujours plein d'informations et d'importances liées à la signalétique, l'affichage du logo de la marque, et puis différents équipements plus ou moins obligatoires selon si vous êtes un gros établissement recevant du public, catégorie 5, donc si vous recevez moins de 150 personnes, vous avez l'obligation ou pas d'avoir une boucle magnétique. Donc c'est un appareil qui facilite la communication entre le personnel d'accueil et les personnes malentendantes qui sont appareillées. Donc tout ça c'est pareil, je vous l'expliquerai à un moment donné si vous avez des besoins de plus de précision. Tout ce qui est cheminement intérieur, donc bien évidemment on va vérifier ce que je vous disais tout à l'heure, la nature et la sécurité, je dirais, des cheminements. Donc, on va vérifier également tous les ascenseurs, si vous en avez un ou plusieurs, savoir si les boutons sont à bonne hauteur, s'ils sont lumineux, s'il y a une rampe d'accès à l'intérieur, s'il y a un miroir, si les boutons sont en braille et en relief pour les déficients visuels. Donc, tout ça, ça fait partie des normes aussi à respecter. L'accessibilité et l'affichage de tout ce qui est information portée à connaissance du client. Donc, à la fois la hauteur d'affichage, la police de caractère, si c'est en gros, en gras, en petit, si c'est des lettres bâtons ou si c'est de l'italique, tout ça, on va vérifier. Sécurité également des escaliers. Donc là encore, c'est plein de normes au niveau des mains courantes, des nez de marche, des contre-marches, de la profondeur de marche également. Donc tout ça, c'est bien normé. Logiquement, tout ça, c'est vérifié par la réglementation, donc la loi de 2005, sauf qu'on se rend compte que les sous-commissions accessibilité, en fait, vous valident des plans au moment des travaux et ils ne se déplacent jamais sur le terrain. Donc parfois, on se retrouve quand même à ne pas pouvoir octroyer la marque, non pas pour un critère de confort d'usage, mais plutôt par un souci euh, d'un critère réglementaire qui n'est pas respecté, malheureusement. Donc là, c'était l'exemple d'un musée, des sites de visite. Donc là, vous avez également tout ce qui est pente à l'intérieur que l'on va vérifier.
Et tout ce qui est affichage et présentation de l'offre culturelle, donc si c'est des tableaux, si c'est des vidéos, si c'est des maquettes tactiles ou pas, des objets, est-ce qu'on peut toucher, est-ce qu'on peut pas toucher. Donc tout ça, je dirais en fonction de la prestation, les évaluateurs vont devoir vérifier point par point si tout est conforme à l'accessibilité escomptée dans les critères du cahier des charges. Donc avec un petit livret d'accueil mis à disposition de la clientèle au besoin, et qui reprend en fait salle par salle et je dirais œuvre par œuvre si il y a des choses spécifiques à faire connaître à la clientèle. Donc bien évidemment tout ce qui est support de communication, alors les cabines téléphoniques on en voit de moins en moins, hein, on est d'accord. Mais si vous avez un poste informatique à disposition ou pas, ce qui n'est pas une obligation, mais si vous mettez des choses à disposition, il faut que ce soit forcément accessible à tous. Et puis un point technique aussi, c'est si vous mettez des sanitaires ouverts au public, à la clientèle, nous on va vérifier qu'ils soient bien accessibles à tous. Pareil, hein, il y a plein de critères, plein de normes, mais je vous dois pas de données à ce niveau-là. Et puis après, si vous avez une prestation qui est en extérieur, là encore, on va vérifier les cheminements, la sécurité si vous êtes sur un belvédère, s'il y a bien la signalétique qui est sécurisée, si vous avez des sanitaires, si vous avez un espace accueil, qu'on retrouve bien le comptoir d'accueil avec toutes les informations légales et le décroché de comptoir, un panneau d'information à l'entrée du site si c'est un itinéraire de promenade ou un parcours pédestre. Et après, on est dans les activités proprement dites, c'est-à-dire que si vous avez une partie restauration, une partie, là c'est un petit train, mais ça peut être une sortie en vélo, etc. Et on peut aussi être amené à labelliser des pontons de pêche. S'il y a une traversée d'un point dangereux, il faut qu'on vérifie si la sécurité a bien été prise en compte. Si c'est un parcours extérieur et également intérieur, plus ou moins long, on va veiller à ce qu'il y ait des zones d'assises et des zones de repos tous les 150 à 200 mètres maximum. Donc vous voyez qu'il y a quand même plein de critères pour lesquels vous êtes concerné ou pas, selon la prestation que vous offrez à la clientèle. Restaurant, est-ce que l'un de vous est concerné par un restaurant ou pas? Donc je vais passer, hein, parce que là encore c'est pareil, il faut que le mobilier soit adapté, et cetera. Donc je vais passer très vite. J'ai mis 2-3 slides avec les différents exemples de prestataires, que l'on a déjà labellisés sur les Charentes. Donc vous voyez un catamaran, sur Foura, la structure The Peak à Angoulins, donc tout ça c'est du 4 handicap. Un petit train touristique, sur Oléron, des jardins, des sites de visite tels que les grandes maisons de Cognac. Tout ce qui est accessibilité des plages, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc là c'est des fauteuils hippocampes, qui sont gérés, donc par les maîtres nageurs. On va vérifier également tout ce qui est cheminement avec des plattelages, accessibles. Alors ça peut être du bois, ça peut être des tapis en fibre, ça peut être ce que vous voulez. Après on n'est pas compliqué, nous ce qu'on veut, c'est juste que ce soit accessible. On va être vigilant aussi sur tout ce qui est mobilier urbain. En règle générale, les collectivités mettent en place des tables de pique-nique, par exemple, et on va vérifier qu'il y ait au moins une table de pique-nique accessible. Alors pas forcément sur les 4 côtés, mais il faut au moins qu'il y ait un côté, où une personne en fauteuil peut s'engager sous le plateau de la table. Et puis ce que je vous ai mis parce que ça existe, hein, on a une plage, la plage de la Boirie, donc à Saint-Denis-d'Oléron, qui installe en saison, un audio plage. Donc là, c'est vraiment pour faciliter l'accès à la baignade pour les personnes mal et non-voyantes. Donc c'est un système de bouée sonore. Donc comme on est en côte atlantique, ça ne fonctionne qu'à marée haute. Où les maîtres nageurs en fait mettent à disposition un petit bracelet au niveau de la personne malvoyante. Et en fait, elle a 3 boutons sur ce bracelet. Soit ça lui permet de revenir plus facilement à l'endroit où elle a déposé ses affaires, soit ça fait fonctionner la bouée sonore qui est la plus proche de la personne. Donc c'est une bande son après qui indique qu'elle est à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres du bord de plage.
Et puis le troisième bouton, c'est un bouton d'alerte qui prévient le poste de secours, les maîtres nageurs, qu'il y a un souci et qu'il faut venir chercher la personne parce qu'elle est soit perdue ou soit un petit souci pour l'aider à revenir sur le bord de plage. Je sais que La Rochelle avait ce type d'équipement, mais par rapport à un souci de coût financier d'entretien, La Rochelle a abandonné son système d'audioplage. Également tout ce qui est équithérapie et accessibilité des structures avec des animaux, ça peut être des chevaux, des ânes, etc. On a labellisé également un loueur de vélo à Saint-Martin-de-Ré, donc Ré côte à côte, qui met à disposition, donc comme vous le voyez, en fait, un tricycle électrique. Enfin, il y en a même plusieurs, hein, où l'avantage, c'est qu'en fait, au lieu d'être sur un tandem, les deux personnes en fait, sont côte à côte et avec une facilité de transfert d'une personne en fauteuil vers le siège. Et puis on voit pas bien, mais le fauteuil peut être stocké et accroché à l'arrière du tricycle. Et comme c'est un module électrique, en fait, vous avez une autonomie de 35 km sur les pistes cyclables de l'île de Ré. Donc là, c'est un exemple d'un prestataire, mais on est ouvert à la labellisation d'autres, hein, si le matériel le permet. Et puis d'autres choses également qu'on peut trouver dans des sites de visite ou autres, donc des calèches avec un accès PMR à l'arrière. Tout ce qui est également maquette, donc là c'est la Cité de l'Huître ou sur Oléron au niveau du port des Salines, des maquettes tactiles qui permettent de mieux comprendre l'utilisation ou la configuration d'un élément naturel. Donc là, c'est sur la vignette du bas, c'est comment par le toucher, on comprend bien la granulométrie euh, des différents œillets pour amener en fait d'un plan d'eau euh, à la dune de sel, grosso modo. Donc voilà, j'ai été très rapide. J'espère que Marion ne va pas me tirer les oreilles parce que j'ai débordé. Donc vous avez là les coordonnées de ma collègue Laurence et de moi-même, qui sommes vos deux interlocuteurs, si à un moment donné vous êtes intéressé par la démarche. Donc Laurence est basée à Angoulême, moi suis sur La Rochelle, mais on peut être amené l'un et l'autre à se déplacer selon les besoins. Alors, si je peux me permettre, on ne voit pas les coordonnées. Ah zut. Comment je peux faire pour vous les mettre en plein écran? C'est c'est la diapositive 38, j'imagine? Oui. C'est bon. Non, moi, je vois. Est-ce que vous les voyez? Non. En dessous des deux photos, vous avez les noms, les téléphones et les mails. Ah, là, c'est bon. Un petit décalage. Donc n'hésitez pas, hein, donc, si à un moment donné vous avez une question ou si vous souhaitez qu'on se rencontre pour déjà discuter un peu de votre prestation et de votre souhait ou pas de postuler, je dirais on est là à votre disposition, autant Laurence que moi. Sachant qu'on est tous les deux sur d'autres missions parallèles, mais on a le déploiement de la marque Tourisme Handicap. Est-ce qu'on a quelques minutes juste pour vous poser une ou deux questions ou vaut mieux qu'on voit ça sur un autre moment? Alors, on va dire qu'on a 5 minutes. Top 5 chrono. minutes. Après, c'est fini. Je lève la main, Alors, du coup. après, il faudra mieux prendre contact directement avec Emmanuel. Ok, ça marche. Bonjour. Et du coup, moi, je suis Arthur Cluzot, pardon, je travaille pour Croisière Interrail. Et avant de vous contacter, etc., j'avais juste une question à vous poser, mais qui est quand même assez importante. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu notre activité, mais grosso modo, on est multi-site et on fait à la fois du transport maritime et puis des prestations de sortie en mer. Et on a des ports de départ sur l'île de Ré, sur l'île d'Oléron, à La Rochelle, sur l'île d'Aix, à la Tranche-sur-Mer. Et on a une particularité, c'est que tous nos bateaux, tous sans exception, sont accessibles et ils sont aux normes PMR. Chez nous, c'est la division 190, ça s'appelle. Donc ça comprend les toilettes, l'accessibilité, des places dédiées, etc. etc. La possibilité d'attacher les fauteuils si jamais la mer est agitée. Enfin, bon, il y a tout un cahier des charges qu'on remplit. Mais la difficulté qu'on rencontre, c'est que suivant les ports dans lesquels où on part, où on accoste, enfin où on arrive, les infrastructures portuaires, elles ne sont pas toujours adaptées à ce qu'on puisse embarquer ou débarquer des fauteuils roulants, par exemple.
ou des personnes avec une mobilité réduite plus généralement. C'est souvent les fauteuils roulants, mais même plus généralement. Je prends l'exemple de l'île de Ré, par exemple, puisqu'on est avec destination l'île de Ré. Quand on part à La Rochelle, on a certains pontons, et pas tous, mais qui nous permettent d'embarquer des fauteuils roulants. En revanche, quand on arrive à Saint-Martin-de-Ré, le ponton de débarquement, c'est un quai dans le port de Saint-Martin qui est un quai Vauban, enfin qui a été construit par Vauban, qui du coup est classé, etc. Et donc sur lequel il n'y a pas de passerelle ou d'infrastructures modernes, on va dire, qui viennent Oui, il n'y a pas d'aménagement permettre de possible. débarquer les fauteuils. Et au contraire, c'est plutôt des marches dans la pierre qui sont dans le quai, etc. Et le débarquement, il est compliqué suivant la hauteur de la marée, en fait. Plus on est haut, enfin, plus la marée est haute, plus on peut débarquer facilement. Plus elle est basse, plus il faut monter des marches. Et nous, on ne peut pas demander à nos marins de porter le fauteuil ou des choses comme ça. Si jamais il y a un accident, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, avec ces contraintes-là, malgré tout, on peut quand même emmener les PMR sur d'autres activités, notamment celles qui sont sans escale ou celles dont donc tout ce qui est, on va dire, mini-croisière. Et pour tout ce qui est liaison, sur les liaisons sur lesquelles les infrastructures portuaires le permettent de le faire, ou alors les hauteurs d'eau en tout cas. Mais donc, du coup, on va dire que malgré le fait que nos bateaux soient PMR, toute notre offre ne l'est pas. Et c'est toute la difficulté qu'on a. Et en ce sens-là, est-ce qu'on a un intérêt, enfin, un intérêt, oui, bien sûr, mais est-ce qu'on a la possibilité d'échanger avec vous sur la possibilité d'être labellisé, ou est-ce que du fait que toute l'offre ne soit pas accessible, c'est pas possible? J'aurais tendance à vous dire, tout ne sera pas forcément labellisable. Parce que pour Ok. moi, les liaisons que vous faites entre La Rochelle et Oléron ou Ré, pour moi, c'est du transport, ça n'est pas de l'activité touristique. Oui, Par contre, si vous faites des croisières sur une thématique n'importe laquelle, pour moi, c'est de l'activité touristique, donc labellisable. d'accord. Ce qu'il faut par contre juste être vigilant, c'est qu'on peut à la fois alors labelliser une prestation particulière. Mhm. Ce qu'il faudra bien être vigilant, c'est sur la communication que vous en ferez derrière, en disant que Ok. c'est telle prestation qui est labellisée, mais Ouais. pas toutes les prestations des croisières interîles. Grosso Ok. modo, on va labelliser la prestation, on ne va pas labelliser le prestataire. Ok, je comprends. Ok. Et par Euh, rapport à la présentation que vous avez faite, dernière question, c'est est-ce que, par exemple, on a certains ports de départ où on peut embarquer des fauteuils roulants manuels, mais en revanche pas des fauteuils roulants électriques? Ça, d'une certaine manière, c'est excluant par rapport à ce que vous avez présenté. Est-ce que du coup, ça empêche la labellisation, ou est-ce que on peut être partiellement labellisé, entre guillemets? alors partiellement non, ce sera soit oui, soit non, mais c'est pas peut-être. Ça, j'aurais tendance à vous dire, il faut que ça se discute en commission, c'est-à-dire Hmm. que le sachant, moi je vais forcément plutôt venir avec un évaluateur qui représente le handicap moteur. Mhm. Et après, j'aurais tendance à vous dire, ça va être discuté en commission, savoir est-ce Ok, qu'effectivement on a une tolérance ou pas, selon les aménagements que vous allez mettre à disposition. ok, ça marche. Si je prends l'exemple là du croisiériste qu'on a déjà labellisé à Foura, Oui, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de bien préciser quels sont les horaires à favoriser pour qu'un client en ok, situation de handicap ait le moins de difficultés possible. Donc à ok, privilégier des horaires de marée haute, et quand il sait il accoste sur tel ponton, plutôt préconiser cette visite-là ok, auprès de sa clientèle. ok, ça marche. Bon, je vais prendre contact C'est avec un vous peu au après cas pour tout le par cas, reste, hein, grosso mais modo. ok, Alors, je ça suis marche. navrée, on va Merci beaucoup. devoir arrêter la présentation puisqu'il y en a une autre qui arrive. Je vais vous proposer du coup de vraiment noter toutes les coordonnées d'Emmanuel. Donc, je ne sais pas si Claire, vous aviez des interrogations. Oui, bonjour, Claire, aéroport de La Rochelle. Bah, un petit peu peut-être comme Arthur, on est un cas un petit peu particulier, hein, dans le sens où on est effectivement une infrastructure. Est-ce que ce label peut s'appliquer à nous? Est-ce qu'on est considéré comme prestataire de tourisme ou pas? Voilà, c'était un peu la question. Est-ce qu'on rentre dans un cahier des charges ou pas? Sachant qu'on est un ERP, on a du personnel dédié pour l'assistance des personnes qui en font la demande auprès des compagnies, qui sont prises en charge à leur arrivée sur le stationnement jusqu'à leur accompagnement jusqu'à leur siège dans l'avion. Donc, effectivement, on a vraiment quand même tout un dispositif sur ces personnes. Voilà, ma question, c'est est-ce que le label peut s'appliquer à notre type de structure et d'activité ou pas? Voilà. Alors, j'aurais tendance à répondre instinctivement non, parce que pour moi, l'aéroport, c'est du transport, c'est pas du tourisme. Après, on peut labelliser un restaurant dans l'aéroport, par exemple. Oui. Euh,
Je pense que labelliser l'aéroport en tant que tel, c'est plus dans une démarche de labellisation de territoire. Si à un moment donné, la collectivité se lance dans Destination pour tous, pour moi, tourisme handicap, c'est pas, vous remplissez pas, vous êtes plus du transport que du tourisme en fait. Entendu, ouais. Je suis navrée, je vais vous demander de prendre les coordonnées à tous d'Emmanuel ou de Laurence. J'ai d'autres personnes du coup qui sont sur l'autre, qui vous attendent. Donc je suis navrée et je crains qu'on va avoir la même problématique. Donc on va devoir se Oui. remettre Refaire sur un autre lien. Exactement. Excusez-moi. Alors, merci à vous en tout cas d'avoir participé. Puis n'hésitez pas, je suis dispo toute l'après-midi s'il y a besoin. Et après, si vous voulez qu'on convienne d'un rendez-vous téléphonique ou même qu'on se rencontre directement sur site, il n'y a aucun souci.